Produit avec le soutien de la MDJS. Salut à tous, Radio Ma'ali vous accueille, vous ouvre les bras et s'insinue dans vos oreilles pour vous faire découvrir les icônes. Et pour cela, nous avons une équipe rodée avec Mouna Belgalini. Salut Mouna. Hello. Comment vas-tu? Heureuse d'être de retour. Tu as une très belle casquette. Merci beaucoup. Et je sais de quoi je parle. Et tu as 2 casques. Oui. Ouais. Et des cheveux. L'un m'appartient. Et des cheveux. L'un m'appartient, l'autre, C'est je l'ai emprunté à Radio Je Ma'ali. signale que c'est beaucoup. Voilà. Reda Al-Hamouid, comment vas-tu? بخير الله يحفظك. Où en vont tes glorieuses productions? Elles vont bien. As-tu été primé par quelques nobles institutions? Depuis la dernière fois. Hein, parce que- شحال خايب الجواب على هذا السؤال. Tu peux dire مازال, ça veut dire que tu t'attends à ce que tu sais. Il faut dire Mazel. Là non. Alors, je vais le dire pas encore, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Nous attendons ça pour pouvoir diffuser ton podcast. Inch'Allah, dans Alors, 60 ans. De qui on parle? 60 ans? Clébès. Non. Je sais pas. Il faut se dépêcher là. On veut pas de gloire posthume. Moula, tu commences? Oui, je vais commencer. Par. Grosse pointure. Ouh là là. Nabil Hlou. Ouf. Nabil Hlou. Monsieur Nabil Hlou. Monsieur. Monsieur Nabil Hlou, vous me connaissez, moi, quand je parle d'icône, en général, moi, je suis Alors, issue malheureusement de la culture du zapping, donc j'ai pas mal de choses que je connais, mais je n'approfondis que très rarement mes connaissances. Et Nabil Hlou, pour moi, c'est une icône avant tout visuelle et presque de l'ordre de l'ovni. J'avoue qu'avant... Je suis désolé, non mais je retiens, j'ai un fou rire, et je peux pas vous dire pourquoi. Allez, quand tu suis haja. Ouais, non mais tout le monde, hein. Tu peux peut-être Tous avoir ceux qui ont connu ce personnage. Tu peux peut-être faire un bonus. Vas-y. Tu peux peut-être faire un bonus Ouais, à la fin. Pour Non, adultes. Nabil Hlou, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont croisé, qui l'ont vu, ne peut pas laisser indifférent, quoi qu'il arrive. C'est un personnage, on sait plus si c'est un personnage dans la vraie vie ou sur les planches, les frontières n'existent pas entre les deux. Moi, c'est une rencontre réelle et physique que j'ai eu à l'interviewer très rapidement il y a quelques années à Casablanca après une pièce théâtrale qu'il avait jouée à l'usine à Ainsbeh. Et je me souviens de juste ce sentiment d'être face à, avec tout le respect que je lui dois, à un troll vivant. C'est-à-dire, je ne savais plus où se situait le jeu de la réalité. Je sentais qu'il cherchait à provoquer, mais je ne savais plus du tout. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans le... T'es déstabilisé. Qu'est-ce que... Oui, mais dans... Où est la vérité? Où est la vérité? Mais il m'a déstabilisé dans... C'était très jouissif en fait, j'ai beaucoup apprécié cet exercice-là. Et donc je voulais aujourd'hui parler de Nabil Hlou, l'icône, ce côté un peu sale gosse, ce côté défonceur pas défenseur, mais vraiment défonceur de barrières et de choses comme ça. Alors Nabil Hlou, je vais quand même le présenter un petit peu avant qu'on parle du personnage. Il est né à Fès, natif de Fès, en 45, 1er janvier. Donc Bdelham, avec la naissance de ce monsieur qui va devenir entre-temps cinéaste, acteur, homme de lettres. C'est louche, les gens qui sont nés le 1er janvier. Et ouais, non, c'est très souvent une date. C'est une question d'état civil, au fait. Ouais, c'est كانوا منين ما تعرفوش c'est le 1er possible, janvier. 1er janvier. Toujours est-il qu'il est né donc en 45, on va dire. Et lui aussi fait partie de cette génération d'hommes de théâtre et de cinéma dont on a parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, qui étaient parmi les premiers et qui, pareil, jonglent entre culture française et francophile et culture marocaine et arabe, entre guillemets. Alors, comme je disais, il est né à Fès en 45, Kenf, issu d'une famille modeste, voire très modeste, et il rêvait en fait d'aller au théâtre, il en rêvait. Encore une fois, cette petite anecdote qu'il a racontée dans une interview, c'est que sa première pièce de théâtre, Les Rehdar Leha, c'est quand sa maman lui a acheté en fait une nouvelle paire de chaussures, parce que voilà, on dépensait pas d'argent pour ce genre de choses, et c'est un peu là qu'il a été piqué. C'est en tout cas ce qu'il dit. Il a été piqué à tel point que vraiment il décide d'en faire sa vie. En 64, parce qu'à l'époque c'était quand même un peu plus simple qu'aujourd'hui, en 64 il décide d'aller étudier le théâtre en France. L'école Charles Dullin et par la suite une université de théâtre officielle en France où il va faire ses armes et où il va plus ou moins se faire remarquer. En 71, ses connexions, son parcours académique va lui donner envie d'aller en Algérie pour transmettre. En fait, il va être
pas tout à fait prof, mais presque. Il va enseigner le théâtre aux jeunes Burj Al Kifen et il va monter. En fait, sa carrière théâtrale, elle démarre réellement en Algérie jusqu'en 73 où voilà, soit il a fait le tour, soit en 73 il décide de revenir au Maroc et il continue sur sa lancée en montant des pièces, en écrivant parce qu'il écrit beaucoup. Il écrit dans l'absolu. Alors il écrit des pièces de théâtre, il adapte, il traduit, il compose, etc., etc. Mais il écrit aussi beaucoup de lettres ouvertes. C'est l'un de ses exercices préférés. À chaque fois que quelque chose ou quelqu'un l'embête, il a des lettres ouvertes à foison qui sont toutes, ou en tout cas J'en ai une en beaucoup tête croustillante. beaucoup d'entre elles sont disponibles sur les internets. Et même ça, c'est jouissif et ça rentre vraiment dans ce qui me fascine dans ce personnage. C'est quoi? Où est la vérité du personnage de... Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer un rôle, en fait, depuis toujours et on est tous dans une pièce géante? Je ne sais pas s'il a joué un rôle, mais je sais qu'un jour, il avait livré un camion Hachakoum de fumier À qui donc? à un journal qui avait eu le malheur de le critiquer. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Mais apparemment, même le journal l'a bien pris parce que ça avait l'air attendu. Il avait l'habitude de protester contre les critiques. Oui, je pense vraiment tout dans lui est comme ça un peu piquant et un peu excessif. D'ailleurs, même quand on lui demande de se présenter, en général, il aime se présenter en deux langues et je pense que c'est pour le jeu de mots, forcément. Il se présente en arabe en tant que jinn pour que ça fasse en français génie. Prenez la définition qui vous convient le mieux. Mais voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Jinn, donc génie. Parle un peu de ses films. Oui. Pourrait. Moi encore L'île de... de Shakir Bakr Ben. Comment on peut décrire ce film? Reda, tu veux en dire deux mots? C'est ton collègue. Juste ne donne pas ton adresse pour l'histoire que tu me reçois. Non, mais chez Saeb, non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ce film. C'est juste que c'est du Nabil Hello, quoi. Ça sort de tout, de tout cadre, quoi. Est-ce qu'il y a une trame narrative classique? Est-ce qu'il y a... Là, pas du tout. Non. C'est du jazz. C'est du jazz filmé pour moi. Avec tout ce que le terme jazz peut signifier, on va dire, avec tout le génie, avec toute la liberté. Il s'affranchit de toutes les libertés, pour moi, selon moi, on a fait le film, il s'affranchit de toutes les libertés narratives et même de mise en scène. C'est son film le plus connu, mais il y en a d'autres. Hein. Il a commencé par Khanfoudi. Oui, Khanfoudi, il y en a d'autres. Il y avait Wahed qui l'avait... Thabit. Exactement, où il parlait de l'affaire Thabit un peu de manière un peu tout aussi jazz que les autres. Et malheureusement, moi j'ai un seul petit regret, c'est que ils sont pas beaucoup trouvables, ces films. Hein. C'est-à-dire que si on veut les voir aujourd'hui, si on connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on les voit pas. Donc c'est dommage qu'ils ne soient pas aussi diffusés que ce qu'ils auraient dû être, j'ai l'impression. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du cinéma, il y a des petits scandales, en particulier il y a quelques années avec un autre Nabil. La lettre ouverte était... Autre. Mais je pas envie de... Je suis pas en train de comparer, je suis juste en train de comparer les périodes où tu as un Nabil Ayouch qui crée un scandale par ses films, et quand tu vois ce que faisait Nabil Hello des années avant... Non, mais c'est ultra risqué. Ça n'a rien à voir, on est dans un autre monde. Le parallèle, je sais pas si on est devenu susceptible. La ligne a reculé. Je sais pas si on est devenu susceptible ou si les gens s'indignent plus facilement. C'est peut-être juste l'accès. Peut-être l'accès. Peut-être simplement vu les œuvres de... Peut-être. C'est un mystère. Parce que le film dont on parle... C'est un ovni, le bonhomme. Hein. Le film dont on parle, Jazira Shakir Bakr Ben, le parallèle est très clair. Hein. C'est avec l'époque, avec le Maroc de l'époque, etc. Là, c'est assez évident, quoi. Mais c'est ultra audacieux. Quelques jeux de mots assez osés. Bon, ceux qui vont le voir et ceux qui vont essayer de le voir vont comprendre, mais c'était quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'on oublie le courage de ce monsieur-là. Mais c'est un courage différent à l'époque. C'est ça. Il est enrobé de show-off, etc., de tout le cérémonial qui entoure de folie, ouais. La folie, etc. Mais on oublie au milieu de tout ça, là, il y a le courage et l'audace artistique, et même en termes de ton, et surtout en termes de ton, qui est pour moi remarquable. Il y a un propos au milieu du délire. Exactement. C'est pas qu'un délire. Il y a un propos au milieu du délire. J'ai l'impression que Kate Mahabel, Alina. Oui, bien sûr. C'est vraiment la question que je me pose. Pour moi, on est tous dans un... On est dans une pièce théâtrale كبيرة. Exactement, c'est vraiment le truc. Et puis il a ce côté aussi un peu... Il a des principes. Il ne fait pas de concessions sur ses principes. Par exemple, l'une de ses pièces, il avait commencé une tournée في الحاجب où il devait jouer à 18h, et pour lui 18h
18h, c'est 18h, il a commencé, il a joué sans public. Il y a des personnes qui sont arrivées sur le tard, mais pour lui, 18h, c'est 18h. S'ils arrivent à 15, c'est leur problème. Et voilà, c'est vraiment tout ça, ça fait partie de ce personnage que je trouve vraiment extraordinaire. Et je trouve ça d'autant plus extraordinaire qu'il est encore d'actualité, parce que pas plus tard qu'en décembre dernier, il a sorti une nouvelle pièce. Alors attendez, parce que des fois ma mémoire me fait défaut. Smia. La femme au Colt 45, mise en scène par lui-même, c'est son épouse Sophia Hadi qui joue le premier rôle. C'est Et une grande c'était comédienne, hein. grande, d'être qui a son beaucoup épouse, joué d'ailleurs, hein. qui a beaucoup C'est une joué grande comédienne. avec lui, et qui est une très grande comédienne et qui qui était programmée au théâtre Mohamed VI. Donc je trouve ça extraordinaire aussi que des années plus tard, son nom est encore. Après ce truc à l'affiche. dire Nabil Helou est fou et puis c'est tout et outrepasser à autre chose, j'ai l'impression Je c'est n'utiliserais même pas ce terme-là. Si tu Moi, passes je sais à pas autre- ce- Non, j'utiliserais mais- pas- mais oui, cette excentricité. J'exagère Tu vulgairement. extrapoles. J'exagère vulgairement et c'est un peu l'idée reçue sur lui, enfin sur son personnage ou là, sur sa figure publique. J'ai l'impression qu'elle arrange beaucoup de monde parce que tu le classes dans cette case-là et ça Alors fait. qu'en réalité, Alors son que- côté militant, son C'est côté. ça. Oui, Tu je passes ça au comprends. côté parce que quand tu classais comme étant ouais bon Hada, il est fantasque etc. Mais quand tu touches le fond du Alors qu'il y a sujet. un engagement, Alors qu'il y a un vrai fond engagement. qui est tu as très raison. très intéressant. Il y a un sarcasme. Il y a incroyable. le sarcasme incroyable et j'ai l'impression que hna, au-delà de ça, dans notre culture, on n'accepte pas le sarcasme, on n'accepte pas les figures plus grandes que nature. On n'aime pas les têtes qui dépassent, au fait, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que on lui a fait payer ça, voilà, d'avoir une tête qui dépasse. Merci beaucoup, Mouna. Avec grand plaisir. Mais il C'était. est iconique. Ah oui. C'est le mot qu'on puisse dire. Et je me tourne vers Reda. Je Oui. te demande ton dossier. Mon dossier, qui soumets-tu Pour commission. moi, je soumets quelqu'un qui est écrivain et qui est écrivain sur un seul et même thème et un seul et même sujet, lié à sa vie. Je parle de Abdellah Taïeh, qui a débarqué dans le milieu littéraire marocain au début des années 2000, 2004, je pense, ou la même 2005, et qui a débarqué là en racontant sa vie. C'est Slaoui. Slaoui, exactement, de Hisselem, issu d'un quartier populaire, issu d'une famille populaire, qui a fait, qui pour une raison ou pour une autre, je sais pas, mais en tout cas, faut lire ses romans et tu comprends sa vie, au fait. C'est quelqu'un qui vient d'une classe qui, logiquement, n'aurait jamais dû Avoir accès à l'écriture. parler le français. L'écrire. L'écrire. Percer. Percer. عرفتي شحال من barrière ضرب هذا السيد. C'est beaucoup. La barrière اللي غنهضروا عليها peut-être plus tard, mais déjà بعدا غير littérairement c'est quelqu'un c'est ولد شاوش au fait هو. قرا déjà بعدا قرا العرب قرا بدا كيكتب العرب بدا كيكتب الفرنسي قرا الفرنسي وبدا يكتب بالفرنسي. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas beaucoup son style, mais pour moi, c'est une sorte de working class hero qui le rend iconique. C'est pour moi là-dessus. Et les écrivains, le style il a choisi, et qui est très compréhensible, c'est l'autofiction. C'est-à-dire que dans beaucoup de ses romans, déjà, le personnage principal, c'est lui-même. C'est lui-même, en fait. Et il écrit en jeu. Et l'écriture en jeu, demande beaucoup, à la base, l'écriture en jeu demande beaucoup de courage, beaucoup de, je sais pas moi, de franchise, d'ouverture, de transparence, parce qu'en gros, tu te mets à nu. Surtout quand on arrive au sujet principal, littéralement, qui est l'homosexualité. Voilà. Là, je veux pas le réduire à ce non, on le réduit pas, mais ça fait partie de son identité. De cette mise en danger dont tu parles. Cette mise en danger, parce que tu te mets en danger, vraiment. Et bon, après, on va le citer juste par honnêteté historique. Il y avait Rachid O avant, qui, comme le montre le nom, c'est un pseudo, donc il l'a pas fait à visage découvert. Mais pour moi, le premier, mais pour l'histoire, le premier Marocain ou la figure publique marocaine à avoir fait son coming out, ça reste Abdellah Taïeh. Et je me rappelle de cette une en 2006 du magazine Tel Quel où c'était homosexuel et fier de l'être, si je me rappelle très bien, avec son visage, un kaboum. Et ça avait créé le tollé à l'époque, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et il faut se mettre à sa place à un moment. Tu vois, et je pense pas qu'il l'avait. Je pense que c'est un coming out même pour ses intimes. Pas anticipé. Je pense qu'il l'avait anticipé. Je pense qu'il l'avait anticipé. Je pense qu'il savait à quoi s'attendre. Et c'est ce qui rend le truc un petit peu plus courageux. Gars. Mais bon, il est jeune, Abdellah. Il doit avoir quel âge maintenant? 40 ans.
Il doit avoir 40 ans, exact. Il doit avoir 40 ans. Je pense que c'est 80, 81, moi, sincèrement, je vais pas en parler beaucoup parce que j'ai pas lu ses livres. Par contre, il est installé en Europe maintenant. Il est installé à Paris. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a régénéré sa création par rapport à son autre expérience de vie ou bien d'autres sujets? Ou est-ce qu'il est toujours dans son enfance? Enfin, en tout cas, son départ, quoi. Là, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ses premiers romans racontent son enfance, son parcours, sa jeunesse, son adolescence, la découverte de ses premiers émois, la découverte de la pratique de ses premières expériences, etc. Et à un moment, il part à Paris et l'un de ses premiers romans, je pense, c'est Le Rouge du Tarbouch, parce que le mec, il quitte le Maroc, je pense, le jour ou le lendemain de la mort de Hassan II. Et il le raconte, fait un livre qui s'appelle Le Jour du Roi. Il te raconte qu'il fait Shradim Shil Mreb et même cherche directement la France, si je dis pas de conneries, il est parti en Suisse avant de finir à Paris. Et pour répondre à ta question, ses livres, son dernier d'ailleurs, qui a été très remarqué, Al-Bahbi est d'ailleurs un prix, si je dis pas de conneries, je pense que c'est le prix de Flore. Il sort un peu de lui-même, il sort un peu de son autofiction, tout en étant un des personnages, mais il raconte un peu sa vie, son immeuble, etc. Et il fait une sorte de photographie de l'expérience de l'immigré en France. Mais ça, c'est intéressant. Du déracinement. Du déracinement, exactement. Alors, je me permets juste parce que je viens d'utiliser les internets. Il est un peu plus âgé qu'on ne. Ah ouais? Il est né en 73. Ah oui, quand même. Oui. Ok. Oui. Ben, voilà. Il est un peu Non, plus parce que âgé moi, qu'on on va challenger, enfin, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Et effectivement, excuse-moi Reda, après j'arrête, c'est Le Jour du Roi et c'est le prix de Flore 2010. Prix de Flore, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Faisons un petit débat, mais c'est difficile de faire un débat parce que, en vérité, j'ai pas lu les livres. Il y a tout un courant de pensée qui consiste à dire qu'en fait, la carrière littéraire de Abdallah est due au fait que, étant homosexuel ouvertement, ça le propulse aux yeux des médias comme une sorte de curiosité à un Marocain qui assume sa sexualité non illégale. C'est illégal au Maroc. Oui, c'est illégal. On l'oublie. Déjà, à part la morale, la religion et tout ce qu'on a envie de mettre, déjà au niveau strictement de la loi, c'est illégal. Donc quelqu'un qui assume ça et en même temps une preuve de courage et en même temps une curiosité médiatique qui va te permettre d'être mis à l'honneur par les médias européens qui vont voir dans ce parcours une curiosité qu'ils vont mettre en avant. Alors, comment tu te situes dans... Moi, je n'ai pas lu cette position en vérité parce que je n'ai jamais... En vérité, j'ai pas lu ces livres, donc j'en parle juste pour... comment tu... Gaulle, tu devrais ou la blague? Tu devrais. Oui, bien sûr, je devrais, bien sûr, c'est prévu. Mais c'est pas du tout. C'est prévu dans une grande liste, exactement. Là, j'ai plein de bouquins là. Non, mais comment tu te places dans ce débat? Écoute, Anna, pour être très honnête avec toi, pour moi, stylistiquement ou là, en termes d'écriture, c'est pas mon préféré, vraiment, littéralement. Mais le fond, c'est-à-dire que quand tu fais de l'autofiction, ta vie un peu c'est ton œuvre, en fait. Et le fait d'avoir poussé son style littéraire qui est basé sur la transparence, sur l'honnêteté, sur la franchise, de l'avoir même appliqué au fond sur sa vie, en fait, parce qu'il a joué avec son... Et il aurait très bien pu être sous pseudo comme beaucoup de monde et après ne jamais le clamer et te dire à la fin, se cacher derrière comme ce que font beaucoup de monde, se cacher derrière le terme roman et te dire moi c'est de l'imaginer, j'ai imaginé. Et il y a une écrivaine marocaine qui écrit en français aussi qui s'est cachée derrière ce terme-là. C'est une contemporaine. Mais je salue le courage de ce gars-là. Mais c'est ce que je voulais dire, parce que je fais un débat tout seul, vu que j'ai posé... Non, mais c'est en réponse à ta question. Non, bien sûr. Non, je fais un débat, je me réponds à moi-même. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas répondu. Je vais aussi me répondre. Non, mais en général, c'est des postures, là, en disant oui, c'est parce qu'il est homosexuel, il est propulsé sur... C'est en général des postures qui sont très faciles à prendre derrière un clavier. En général, il est très facile de sous-estimer le minimum de courage, de honnêteté qu'il faut pour avoir affronté tout ce qu'on a affronté pour arriver c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire je suis homosexuel, j'ai écrit un roman pour être couronné de prix. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi automatique. C'est pas aussi simple et en général venant de très souvent de la part de gens qui ont déjà du mal à mettre leur nom sur un simple compte Twitter. Sur un simple compte Twitter où ils se contentent de donner des opinions de foot. Et là déjà c'est compliqué de s'exprimer. Alors pour arriver comme ça et balancer tout sur la place publique. Et là où tu as parfaitement raison, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est vrai, sa vie c'est son œuvre. Enfin, son œuvre c'est sa vie et sa vie. Ouais, il y a une sorte de mélange entre le parcours personnel et... C'est devenu vraiment, mais c'est au sens propre une icône. C'est pour ça que j'ai que c'est au sens propre une icône parce que la preuve, j'ai l'impression de le connaître.
connaître alors que j'ai pas lu Alors, ses ouais. livres. Ah. Voilà, c'est un signe. Mais quand tu lis ses livres, là, tu plonges dans ses souvenirs d'enfance, tu connais le nom, et il ne change pas. Tu connais le nom de sa mère, le nom de sa sœur, les rapports qu'il a avec son frère, son plus grand frère, qui est un peu son modèle, qu'il a un peu ouvert à la culture occidentale. Parce que, je vais réutiliser un terme, Abdellatif est un transfuge de classe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un issu de parents pauvres, etc., qui a trouvé l'ascenseur, qui marche pas beaucoup, malheureusement. Ouais. Mais lui, il l'a trouvé. Et pour moi, c'est le truc de transfuge de classe. Pour moi, il nécessite beaucoup de courage aussi. D'intelligence, de talent. Et de talent. Parce que le premier réflexe que tu as en tant que transfuge de classe, c'est de cacher tes origines. Tu es parvenu, donc ne me parlez pas de quand j'étais pauvre ou là, quand je ne maîtrisais pas le français, ou là, ne me parlez pas de mes parents parce qu'ils me font honte, etc. etc. Lui, il a ce courage-là de te dire, bah, Ça écoute, doit être une fierté aussi un petit peu. Oui, excuse-moi. C'est une oui, fierté de oui. partir, Oui. d'avoir trouvé l'ascenseur, parce Exactement. que il était pas, il n'y avait pas des panneaux de civilisation dans son mais Kénish bzaf. Première à droite. Et surtout dans un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, d'expressions francophones qui viennent d'un background populaire. Et ça, c'est très rare, malheureusement, في المغرب. Tu vas en trouver, je pense, dans la génération d'avant. Hein. La génération d'avant, oui, Hadba Choukri, etc., oui, pour ne pas le citer, le Ftah, Shraibi, non, Shraibi est fils de notable, à la base. Mais Tahar Ben Jelloun, pareil. Mais Hada, c'est vraiment Ould Cheb. Hein. C'est Ould Cheb qui est devenu, qui s'est fabriqué lui-même, en fait. Pour revenir à ton truc, pour revenir à ta théorie, c'est que c'est qu'il s'est fabriqué lui-même, en fait. Il a fabriqué sa propre icône lui-même. Il l'a écrite lui-même. Avec peu d'arguments à la base. Enfin, disons, pas une voix difficile à tracer. Et là où c'est intéressant aussi dans ses livres, c'est qu'il te dit qu'en tant qu'homosexuel, enfin, mais si il te dit, mais ce que tu comprends, là c'est un peu une analyse de son œuvre que je suis en train de faire, c'est que quand tu es homosexuel, tu te bats sur deux fronts. Tu te bats sur tes compatriotes, on va dire, qui pensent que c'est le péché absolu et que tu es une menace pour la virilité d'Yelhom ou la phallocratie de l'Ikeina, mais aussi tu te bats contre les Occidentaux qui y a la fétichisation, l'orientalisme d'Yel, le Marocain qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire l'homosexuel, le modèle un peu d'Yel, et donc du coup on peut t'utiliser comme contre-argument pour les brocarder ou là pour dire ouais, c'est une société arriérée, ils respectent pas les homosexuels. Et Abdellatif est contre ça. Il te dit là, c'est pas parce que n'utilisez pas mon combat pour dénigrer la culture marocaine, parce que chacun son rythme, quoi. C'est quand vous avez fait la révolution des Lumières ou la Hada, vous l'avez fait après beaucoup de temps d'obscurantisme. Ça, c'est une remarque qui est très pertinente. On a l'impression un peu quand on lit le combat pour les libertés individuelles que l'Occident est libéré depuis des... Non, et voilà, genre, on libéré dire d'office. naturellement. Que nous, on erre dans les ténèbres parce qu'on est comme ça. Parce qu'on le mérite. Je vais juste vous dire deux mots sur monsieur John Turing. Turing, qui a inventé la machine de Turing, que vous pouvez voir dans Imitation Game. Imitation Game, c'est un film très beau d'ailleurs, qui raconte comment il a décodé. C'est l'homme qui a inventé l'algorithme, en fait, qui a inventé le premier ordinateur. Quand on est en informatique, on étudie sa machine, et il a décodé les communications nazies, et les experts estiment qu'il a écourté la Deuxième Guerre mondiale de 2 ans. Et pourtant, dans les années 50, donc 5 ans après la fin de la guerre, il a été condamné pour homosexualité, sans plainte. Hein, on est allé chercher ce qu'il faisait dans sa vie privée. Il n'y avait pas de menace pour la société ou de violence. Il a été l'objet d'une enquête. Il a été condamné à une castration chimique, qui est donc des hormones, et il s'est suicidé. Et donc ce héros de la nation, vraiment héros même mondial, hein, parce qu'on parle de 2 ans de moins de combat, c'est pas rien. Beaucoup de morts Turing, et tout le monde le savait, hein, parce qu'il était marié avec une de ses assistantes par convention un peu sociale, et si je me trompe pas, je pense que la reine d'Angleterre récemment a exprimé ses excuses voilà. Donc on est dans les années 50, on est devant un héros objectif qui a pas fait de mal à personne, qui n'a été l'objet d'aucune plainte et qui a été un peu persécuté dans sa vie privée, et ça c'est les années 50, donc c'était il y a 70 ans, c'était pas il y a 2000 ans. Il y a des aberrations comme ça qui datent des années 70 aussi. Et même, puisque je vais continuer comme ça dans la lancée, quand tu vois par exemple aujourd'hui les tensions qu'il peut y avoir sur
oublions la liberté individuelle, mais parlons par exemple de l'expression artistique, je dois quand même vous signaler qu'il y a énormément de chanteurs, en particulier noirs américains, qui ont été persécutés par leurs parents quand ils ont arrêté de chanter du gospel pour passer au profane. Il y a Sam Cooke, Marvin Gaye. Voilà. Ouais. C'est des gens qui ont été très embêtés. Le simple fait de sortir de l'église, d'arrêter de chanter Little l'amour de Dieu. Little Richard aussi. Ray Charles aussi. Ouais. Ray Charles aussi, qui sort de l'église où il a appris à chanter, parce que ça vient souvent d'une formation religieuse. Bien profane. Et voilà, et tu te mets à chanter l'amour de la vie ou des femmes. Voilà, exact. Et il y a eu des drames, il y a eu des meurtres dans les noms que je vous ai cités. Donc ce n'est pas été toujours. Et pour revenir aux écrivains, Oscar Wilde, ou au poète, Oscar Wilde a été emprisonné pour homosexualité en Angleterre. Bon, un petit peu plus tôt, mais c'est ça. Ce que j'essaie de dire, il faut faire gaffe à ça. Je suis pas en train de citer des modèles, des exemples. Je suis en train juste de dire que l'espèce de paradigme, de tropisme, comme quoi nous on est des sous-développés depuis la nuit des temps et devant nous on a des gens qui respectent les choix individuels depuis la nuit des temps, est à mettre. Et d'ailleurs une dernière, alors ça, puisque je sais pas si vous aimez j'ai trouvé ça extraordinaire. Gaston Lagaffe, vous connaissez Gaston Lagaffe? Voilà, Gaston Lagaffe, il y avait une exposition du temps on voyageait et puis il y avait une lettre de son éditeur, on est en 1968 je pense, qui écrit à Franquin, qui est l'auteur de Gaston Lagaffe, et qui lui dit voilà ton dernier. Alors Gaston Lagaffe, c'est de l'humour très gentil. C'est un bonhomme un peu glandeur qui travaille dans une rédaction, qui en fout pas une, qui est catastrophique de part. C'est vraiment, c'est de l'humour tout public, familial, voilà. Et qui, entre autres, a des problèmes avec un flic qui le verbalise sans arrêt, sa voiture est toujours mal garée, et une mouette qui lui hachakoum chie dessus. Bref. Et une lettre de l'éditeur qui dit que la police n'a pas du tout apprécié la caricature de ce flic-là et que si dans son nouveau recueil il devait continuer à leur manquer de respect, il serait interdit. Il serait interdit. Alors on est en 68 et c'est de l'humour, mais c'est très bienveillant. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, comme tu dis, les choses n'ont pas toujours été aussi. Il faut faire attention à ça. Et Abdallah Taïeb, juste pour peut-être conclure. Est un grand fan de cinéma, ça tu le lis, il te le dit, etc. Et il a poussé l'audace jusqu'à adapter son propre livre. Si je dis pas de conneries, c'est l'Armée du Salut. Mais en tout cas, si je me trompe, qu'il m'en excuse et que vous m'excusez, checkez Google Débat quand vous écoutez. Mais en tout cas, il a adapté son propre livre. Vous pouvez voir le film et lire le livre, ou lire le film et regarder le livre. Voilà. Merci beaucoup, Abdallah Taïeb, Nabil Lehlou. Deux fortes têtes aujourd'hui dans le podcast Icône. À la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast sur Radio Maalif. Restez connectés. Produit avec le soutien de la MDJS.